La côte est des États-Unis. Un littoral aux multiples visages qui s'étend sur plus de 2500 km, depuis la Floride et les États du Sud jusqu'à la frontière canadienne, en passant par New York et Boston. Souvent, on ne considère le petit État du Delaware que sous l'angle d'un paradis fiscal, et le New Jersey sous celui d'une banlieue de New York. Ce serait passer à côté de toute la diversité que cette partie de la côte est des États-Unis peut offrir. Dans ce pays de cocagne, tout pousse en abondance, sauf la vigne. Si Peggy s'est quand même lancée dans la viticulture, ce n'est pas faute d'avoir été mise en garde. Et aujourd'hui, son vignoble est connu et reconnu sur toute la côte est. À l'approche des vendanges, Peggy bichonne une dernière fois ses vignes. Il faut élaguer autour des grappes, retirer toutes les feuilles mortes et redresser les vignes pour qu'elles profitent au maximum de l'ensoleillement. Leurs feuilles sont comme des panneaux solaires, orientés vers le soleil. Elles font mûrir les raisins et contribuent à la transformation en sucre de l'amidon qu'ils contiennent. Nassau Valley Vineyards est un domaine viticole familial, même si de fait, c'est toujours Peggy qui a le dernier mot. Ce vignoble, c'est vraiment mon bébé. Quand les gens me demandent pourquoi je n'ai pas d'enfants, je leur réponds que j'aurais bien voulu, mais que j'ai déjà des milliers de petits là dehors. Les vignes sont comme des enfants. Certaines poussent facilement et donnent de belles grappes, alors que d'autres, vous aurez beau leur prodiguer tous les soins imaginables, elles vous donneront plutôt envie de vous arracher les cheveux. Chaque cep de vigne est unique, avec sa propre personnalité. C'est ici que Peggy est née et qu'elle a grandi, dans ce qui était une ferme agricole comme les autres. Quand j'entendais des œnologues, je croyais avoir affaire à des fous. Je les voyais faire tourner le vin dans leur verre en déclarant « On sent des notes de caramel, de vanille et d'herbe, avec une pointe de citron. » Et je pensais qu'ils inventaient ça de toutes pièces. Mais j'ai découvert au fil des dégustations qu'on peut apprendre à reconnaître ces choses-là. Notre vignoble est en bordure de l'Atlantique et de la baie du Delaware, ce qui nous garantit un climat très doux. Les hivers ne sont pas très rudes et il n'y a aucun risque que nos vignes souffrent du gel. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés et avons créé le premier vignoble du Delaware. Dans cette aventure inédite, c'est avec son père Bob, aujourd'hui décédé, que Peggy a fait équipe. Bob était connu comme le loup blanc dans tout l'État, un vrai patriarche doublé d'une forte tête. Pour Peggy, le bureau de son père est sacré. Ce bureau restera toujours tel quel. C'était un homme exceptionnel et personne ne saurait prendre sa place. Peu importe ce qui se passera dans 50 ou 100 ans, tant qu'on vivra ici, personne ne touchera à cette pièce. Pour autant, Peggy n'est pas réfractaire au changement. Elle suit désormais les conseils avisés d'un maître de chai et a même l'intention d'agrandir l'exploitation. J'ai grandi ici, puis je suis partie en me jurant de ne plus jamais revenir. Mais il ne faut jamais dire jamais.
On a d'ailleurs un dicton local qui dit « Quand vous avez du sable dans les chaussures, vous ne pouvez jamais l'enlever tout à fait. » Vous pouvez essayer la montagne, vous pouvez aller où vous voulez, mais la plage finira toujours par vous ramener à elle. Au nord du Delaware se trouve le New Jersey et Atlantic City, connu pour ses plages de sable fin et ses casinos. Puis Toms River, dont la baie est un trésor de biodiversité. Et ensuite, New York n'est plus qu'à quelques encablures. Sur la ville d'Atlantic City, les avis sont partagés. Pour les uns, c'est une destination idéale pour les vacances, entre casinos et spectacles grandioses. Pour les autres, c'est un summum de la société de consommation et de ses loisirs abrutissants. La proximité de New York commence à se faire sentir. Les plages du New Jersey sont très prisées des citadins qui veulent s'accorder une petite journée à la mer. Le phare de Barnegat est depuis plus de 150 ans un repère important pour les marins. Non loin de là se trouve Toms River, où Lindsay a trouvé son terrain de jeu. Avec l'aide d'un collègue, sur la terre ferme ou les pieds dans l'eau, elle débusque des insectes et des araignées. Plus qu'un plaisir pour Lindsay, c'est aussi son métier. Elle travaille pour un insectarium. Le New Jersey a tant à offrir. La côte est vraiment magnifique, avec toute une variété d'écosystèmes à explorer. Il n'y a pas que des villes et du béton, mais aussi de superbes espaces naturels. Une crevette s'est fait prendre au piège. Elle va rejoindre l'aquarium, alors que cet autre petit captif va être remis à l'eau. Lindsay ne sait jamais à l'avance ce qu'elle va trouver dans son filet. Tout dépend de la saison, du sens du vent et des températures. Notre travail pour le musée consiste à partir régulièrement à la recherche de nouveaux insectes dans la baie, qu'on pourrait présenter aux visiteurs. On fait cela à des fins pédagogiques. On attrape aussi des insectes pour nourrir d'autres espèces de notre musée. Nourrir tous les pensionnaires de l'insectarium occupe une bonne partie des journées de Lindsay. C'est important que les gens sachent que tous les insectes ont leur utilité. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les caresser comme on ferait avec un chat qu'ils ne comptent pas. Il existe des insectes très repoussants et certains peuvent être dangereux, mais ils ont tous leur place dans notre environnement. Parmi les petits protégés de Lindsay, les plus dangereux sont les araignées venimeuses. Leur morsure peut provoquer de terribles douleurs et des spasmes musculaires. Les veuves noires sont présentes à travers tout le pays, sauf en Alaska. Elles ont été introduites dans le New Jersey avec le commerce du bois. Elles ne sont pas originaires d'ici. On les trouve dans les cabanons, dans des endroits sombres, sous les tas de bois. Souvent, quand on les déloge, elles font semblant d'être mortes. Les gens s'y laissent prendre, ils les ramassent, se font mordre sur la main, et là, ça fait vraiment mal. Malgré son nom, le musée Insectropolis, qui emploie Lindsay, n'héberge pas que des insectes. Voici par exemple des myriapodes, mieux connus sous le nom de mille-pattes. Lindsay a ses animaux préférés qu'elle présente volontiers aux visiteurs, comme Julius le scorpion. Quelle belle couleur!
Sous une lampe à UV, on voit bien sa couleur bleu-vert. Il a un aiguillon au bout de la queue, mais il ne nous piquerait pas parce qu'il sait qu'on est plus gros que lui. Il pique seulement s'il se sent menacé. La plupart du temps, ce sont les adultes qui ont peur. Quand on est enfant, on n'a pas la même appréhension que les adultes. En vieillissant, on commence à voir les insectes comme des ennemis parce qu'ils entrent dans votre maison, peuvent mordre ou piquer. Mais si on découvre les insectes ou les araignées à un jeune âge, avant d'avoir peur, alors on grandit sans cette crainte et on devient plus respectueux de ces animaux. Elle s'appelle Pepper et c'est un mille-pattes géant noir. Elle peut devenir aussi grosse qu'un hot-dog et aussi longue que mon avant-bras. Quelqu'un a demandé si elle grandit encore. La réponse est oui. Et quand elle mue, elle perd son exosquelette. Mes collègues me surnomment Lindsay la Luciole. Et un insecte du musée a même reçu mon prénom. J'espère vraiment qu'un jour je réussirai à me faire un nom dans ce domaine. Que va-t-il advenir de la petite crevette grise capturée dans l'Atlantique? Elle découvre son nouvel habitat, l'aquarium d'Insectropolis. Heureusement pour elle, elle n'est pas là pour nourrir les poissons, mais pour être leur colocataire. Dans la baie de Sandy Hook, au nord de l'État, se dressent les Twin Lights, deux célèbres phares jumeaux. Non loin de là se trouve Lake Hurst, où le dirigeable Hindenburg a pris feu et s'est écrasé en 1937. Et enfin, la silhouette de New York se dessine à l'horizon. La Statue de la Liberté montre le chemin vers Manhattan, le cœur de New York City. Nous irons ensuite à Brooklyn, découvrir les célèbres attractions de Coney Island. La Grande Dame vert de gris est sans nul doute la statue la plus connue au monde. En 1984, elle a été inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Depuis sa couronne, on jouit d'une vue panoramique sur l'Hudson River et Ellis Island. C'est sur cette île que des millions d'immigrants ont débarqué pour la première fois en Amérique, portant en eux l'espoir d'une vie meilleure. Certains New-Yorkais estiment que le véritable emblème de la ville, ce sont les citernes d'eau. Quasiment tous les toits des immeubles arborent au moins un de ces réservoirs en bois. Un vestige du siècle dernier. Une poignée d'entreprises continue à en installer. Les employés qui s'en chargent doivent avoir le geste sûr et une confiance sans faille les uns envers les autres, car ils font un métier à haut risque. Clive peut s'enorgueillir d'être déjà monté sur les toits d'un bon nombre de gratte-ciel new-yorkais, sans avoir à déplorer le moindre accident. Ses collègues lui ont donné le surnom flatteur de Genius, le génie. Être un génie, c'est réussir à créer quelque chose à partir de rien, à rendre possible l'impossible. Quand j'ai commencé dans ce métier en 1985, je n'y connaissais rien. La première fois, ça m'a impressionné. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de grimper et je n'ai plus le vertige. Au-delà du 6e étage, la ville de New York ne peut assurer l'approvisionnement en eau avec une pression suffisante.
Dès qu'un immeuble dépasse cette hauteur, il lui faut un système d'alimentation complémentaire. Et la meilleure solution reste encore la bonne vieille citerne en bois. Le couvercle, qui a tendance à moisir en premier, est la partie qu'il faut remplacer le plus régulièrement. Nombreux sont les immeubles à disposer d'au moins 2 citernes. La première est pour l'eau potable, la salle de bain, tout ça. La deuxième citerne sert pour le reste. Tout dans un immeuble a besoin d'eau, surtout quand il est à usage commercial. Le système de sécurité incendie, les extincteurs automatiques, la climatisation et même le chauffage. Donc, s'il n'y a plus d'eau, c'est l'immeuble tout entier qui est paralysé. Les conditions de travail feraient hurler n'importe quel responsable sécurité en Europe. Les ouvriers ne portent aucune protection, ni casque, ni harnais anti-chute. Les planches et les outils utilisés ne peuvent dépasser une certaine taille et un certain poids, puisque tout est hissé à la main. Ici, personne ne veut entendre parler de citernes en acier. L'acier peut rouiller et n'est pas aussi naturel que le bois, qui n'a besoin d'aucun traitement chimique. Il suffit d'assembler les planches, de poser un cerclage en acier et de le serrer. Quand la citerne est remplie, elle fuit d'abord un peu, mais ensuite le bois gonfle et rend la cuve étanche. De l'autre côté de l'East River, à Brooklyn, les immeubles sont souvent moins hauts. Celui de Clive n'a même pas besoin d'une citerne. Mais grâce à lui, le bois récupéré sur d'anciens réservoirs trouve souvent une deuxième vie. Le génie est à la fois un bricoleur passionné et un fêtard invétéré. Il prête parfois l'arrière-cour de son immeuble à ceux qui veulent organiser des soirées. Aujourd'hui, c'est lui-même qui reçoit ses amis et sa famille. Nombreux sont les invités de Clive originaires des Caraïbes à vivre à Brooklyn depuis de longues années, comme lui. C'est eux que je fréquente le plus. Mais j'ai aussi rencontré des gens venus d'un peu partout, surtout depuis que je fais ce métier. Je suis très ouvert et j'ai sympathisé avec des gens d'autres cultures. J'aime connaître des personnes d'origine différente. Peu importe si les décibels montent pendant la soirée. À Brooklyn, on est plutôt accommodant entre voisins. New York a bien changé ces dernières années, surtout suite aux attentats de 2001 contre le World Trade Center. Voici Ground Zero, où s'élevaient les tours jumelles. Les débris des 2 tours ont été transportés et ensevelis dans la décharge de Fresh Kills, aux abords de la ville. Le site est en cours de réhabilitation pour devenir un immense parc naturel. Avec plus de 8 millions d'habitants, pas étonnant que la circulation à New York soit un véritable casse-tête. Le réseau routier de la ville s'étend sur 10 000 km. Et quand par chance les embouteillages se résorbent, inutile d'espérer rouler à vive allure pour autant. Même si la majorité des habitants utilisent d'ores et déjà les transports en commun. Pour livrer au plus vite de petites marchandises, mieux vaut donc faire appel à quelqu'un comme Austin. 10 heures de vélo et une centaine de kilomètres par jour. Pour lui, cela n'a rien d'exceptionnel. New York est plus étendu que la plupart des autres villes où circulent des coursiers à vélo. Avec des distances pareilles, il vaut mieux rouler vite si on veut s'y retrouver financièrement.
Quand une course vous mène à l'autre bout de la ville, comme l'Upper West Side ou Brooklyn, il faut revenir au plus vite parce que tout le temps passé en trajet, c'est de l'argent perdu. Austin propose également des services de cascadeur. À vélo, bien sûr. Une nouvelle course le mène de Brooklyn au cœur de Manhattan, avec dans le sac à dos un disque dur contenant d'importantes données. Il voit rarement ses clients. En général, c'est le portier de l'immeuble qui lui donne le colis ou qui le récupère. Austin, toujours pressé, n'a pas le temps de faire la causette. Mais il y a des exceptions. Cette fois, c'est Claudia, la destinataire, qui vient récupérer en personne le disque dur. Une confirmation par téléphone et en selle. Austin a une réputation à défendre. Une fois par an ont lieu les championnats du monde de cette discipline. C'est à celui qui est le plus rapide, mais aussi le plus futé. En général, il s'agit de faire un maximum de courses en un minimum de temps. Et cette année, c'est moi qui ai gagné. Vous avez donc en face de vous le meilleur coursier de l'année. Chaque matin, Austin se rend au travail par le pont suspendu de Williamsburg, qui relie Brooklyn à Manhattan. Un rapide coup d'œil dans l'appartement d'Austin confirme que toute sa vie tourne autour de ses chers vélos. Beaucoup de New-Yorkais ont une vie bien réglée. Ils sortent de chez eux, prennent le métro pour aller travailler et n'ont pas vraiment la possibilité de sortir de cette routine. Nous, les coursiers, on va là où on veut. On découvre de nouveaux endroits, on est bien plus libre. Si je n'ai pas envie de travailler, je peux m'arrêter. J'aurai quand même du travail à mon retour. Et j'ai la chance d'être sur mon vélo toute la journée. Depuis qu'il fait ce métier, Austin n'a jamais causé le moindre accident et ne s'est jamais blessé sérieusement. Les New-Yorkais affirment que leur ville a une odeur bien à elle et une lumière unique au monde. L'Empire State Building. La gare de Grand Central. Times Square et la 7e avenue. Même en pleine nuit, les emblèmes de Manhattan sont reconnaissables entre tous. À l'heure où les derniers oiseaux de nuit rentrent se coucher, Nigel est souvent déjà sur le pied de guerre. Il est photographe spécialisé dans les portraits. Au nombre de ses endroits préférés, il y a Coney Island, une presqu'île au sud de Brooklyn. Rendez-vous des originaux en tout genre et de tous ceux qui veulent voir et être vus.
Nigel se campe au centre de la promenade. L'endroit idéal pour observer la foule qui va défiler sur les planches au cours de la journée. Je recherche avant tout la personne qui va se démarquer des autres, sans être nécessairement l'homme le plus séduisant ou la femme la plus belle. Il faut que cette personne ait le petit truc en plus qui me parle et que je ressente presque une affinité spirituelle avec elle. Nigel a repéré de loin cet homme qui ne passe pas inaperçu avec son élégant vélo. Les gens que j'aborde ont souvent un peu d'appréhension. C'est qui ce type? Pourquoi veut-il ma photo? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Alors je leur explique qu'on a chacun un petit truc en plus. Mais ce n'est pas banal qu'un inconnu vous arrête pour vous complimenter sur votre style ou votre chapeau et vous demander 5 minutes de votre temps pour vous photographier. Les curieux sont aux premières loges. Livres, magazines ou expositions, il ne sait pas encore où ces nouveaux clichés paraîtront. On lui dit parfois qu'il ne ressemble pas à un photographe, ce que Nigel prend comme un compliment. Coney Island attire le public notamment pour ses attractions, où des générations de New-Yorkais ont pris du bon temps. Certains de ces vieux manèges sont même classés au registre national des sites historiques. La Wonder Wheel, la grande roue, est l'endroit idéal pour rencontrer des personnes au style singulier qui attirent l'œil de Nigel. Nigel ne saurait pas expliquer pourquoi son choix s'est porté sur cette jeune femme. Sa décision a été prise en quelques secondes. Nigel a du flair et l'entente est immédiate. Les deux inconnus engagent tout de suite la conversation, prêts à partager un tour de manège. Tous deux connaissent Coney Island depuis leur enfance. Des souvenirs qui les rapprochent et créent la complicité nécessaire pour la séance photo. La jeune femme a passé plusieurs années à parcourir le monde. Prise du mal du pays, elle est revenue il y a peu dans sa ville natale. Aux États-Unis, les gens ont l'habitude de faire des photos de classe ou d'être photographiés par leurs amis pendant qu'ils traînent ensemble ou qu'ils sortent en soirée. Ils sont habitués à être photographiés et ont tendance à prendre la pose. Mais pour moi, ce genre de photos ne reflète pas leur vraie personnalité. Nigel vit non loin de Coney Island, à Brooklyn. J'ai grandi à Brooklyn. J'y ai passé presque toute ma vie. Et j'ai eu une enfance heureuse, même si c'était un quartier assez malfamé dans les années 80. Mais je pense que l'endroit d'où l'on vient ne devrait pas déterminer qui vous êtes ou ce que vous pouvez devenir dans ce monde, parce que ce n'est que la première étape du voyage. Nigel a réussi à se faire un nom à Brooklyn, mais il a de l'ambition. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme de l'un des plus grands photographes qui ait jamais existé. Même si c'est visé très haut, c'est l'objectif que je poursuis. New York, la ville de tous les rêves. Y compris pour les passagers des bateaux qui débarquent au terminal de l'Hudson River. Nous poursuivons notre voyage au nord-est de la métropole, à Long Island.
lieu de villégiature préféré de la haute société new-yorkaise. Le temps d'un week-end, les citadins viennent oublier le stress du quotidien sur les magnifiques plages de l'île. Tout le long du littoral de Long Island, d'étranges structures métalliques émergent des eaux. Ce sont des parcs à huîtres. Lors d'une sortie en mer de bon matin, on peut croiser des plongeurs à la recherche d'huîtres sauvages. Kevin Joseph, l'homme en sweat jaune, est l'un d'entre eux. On trouve une quantité d'huîtres par ici, parce que ces dernières années, la qualité de l'eau s'est améliorée. Elle est moins polluée. Les gens ont pris conscience qu'il ne fallait pas jeter n'importe quoi dans la mer. Ces bonnes conditions permettent à la population d'huîtres de se rétablir. Ok, Kate, tu es prête? Je suis prête. On se retrouve au fond. L'endroit où il plonge est un secret bien gardé, même si les fonds marins de Long Island regorgent d'huîtres sauvages. Elles reposent simplement sur le fond, au milieu des autres coquillages. C'est là qu'elles grandissent, et où qu'on regarde, le fond en est jonché. Elles ne sont accrochées à rien, à part de temps en temps à un rocher ou les unes aux autres. Les huîtres ramassées à la main sont à la mode dans les restaurants de New York, où elles sont proposées à un prix bien plus élevé que celles d'élevage. Les belles journées d'été, ces virées sous-marines sont plutôt plaisantes. En hiver, par contre, plonger dans l'eau glacée est éprouvant. En réalité, Kevin est ostréiculteur de métier. Il élève des huîtres Blue Point et organise également des festivals culinaires et forme des cuisiniers. Il ne désespère pas de trouver une perle à l'intérieur d'une huître, mais c'est invariablement un habitant bien vivant qu'il déloge. C'est un crabe de l'huître, ou crabe petit pois. Certains l'appellent aussi crabe fantôme, parce qu'il est translucide et qu'il n'a pas d'yeux. Il a vécu toute sa vie à l'intérieur de l'huître. Celle-ci filtre sa nourriture, telle que du phytoplancton, du zooplancton, des algues, et le crabe se nourrit des restes. Il est arrivé dans l'huître quand il était encore une minuscule larve, et elle ne l'a pas digéré. Ces crabes sont de petits miraculés. Les huîtres sauvages ne suffisent pas à répondre à la demande des gourmets. Le reste est fourni par la ferme ostréicole Blue Island Oyster Farm. Les jeunes huîtres, appelées naissins, grandissent d'abord dans ces bacs. Celles-ci ont à peine un mois et ont été obtenues par fécondation artificielle à partir de gamètes mâles et femelles. Nous sommes installés à l'endroit d'où est originaire l'huître Blue Point, qui est l'huître la plus connue ici. Historiquement, elle vient des côtes de la ville de Blue Point, dans l'État de New York. L'espèce a failli s'éteindre à cause de la surpêche et de la pollution de la baie dans les années 40 et 50, mais on a relancé leur élevage. Il faudra 2 ans pour que les huîtres atteignent leur taille adulte et puissent être commercialisées. Pour grandir, les naissins vont quitter les bacs d'élevage pour les eaux de l'Atlantique. Le transfert a lieu sur un ponton près de Blue Point. Dans ces poches grillagées, les huîtres seront à l'abri de leurs prédateurs.
Baignées par les courants marins, elles vont progressivement prendre le goût des eaux environnantes. Une saveur iodée unique. On sent le goût de l'eau, de la vase. C'est ce qu'on appelle le merroir. Pour le vin, on parle de terroir. Cette terre où les vignes poussent et qui transmet ses arômes au vin. C'est pareil pour les huîtres. On sent la vase, l'eau, l'air, les algues. Nos huîtres ont un goût d'histoire. Avant de se découvrir cette passion pour les huîtres, Kevin était professeur de ski et amateur de sport extrême. Le parc à huîtres est proche du ponton. Par marée basse, on peut même s'y rendre à pied. Une fois dans l'océan, les huîtres continuent à être l'objet de soins permanents. Il faut les tourner, les laver et les trier. Le printemps et l'automne sont les saisons les plus propices. En hiver, l'eau contient peu d'algues, donc les huîtres ont faim et deviennent toutes fines. Et l'été, elles se reproduisent. Régulièrement, elles subissent l'épreuve du tambour, qui va briser leurs arêtes et empêcher qu'elles deviennent trop fines et trop larges. Le but de l'élevage est d'obtenir des huîtres épaisses. On vend nos huîtres à des restaurants de Manhattan, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Pékin, partout dans le monde. On offre aussi un service de traiteur pour des soirées, des mariages, des anniversaires. On apporte les huîtres, on les ouvre et on les sert aux invités en racontant leur histoire. Petite soirée entre amis sur la plage, en toute simplicité, avec un pique-nique faisant la part belle aux produits de la mer. Je considère que je suis de Long Island. Ma famille est arrivée du Colorado quand j'avais 1 an et on a vécu ici jusqu'à mes 7 ans. Ensuite, on a déménagé. Mais je suis revenu parce que j'aime l'océan. Long Island fait presque 200 km de long. Plus on s'éloigne de New York, plus la nature semble paisible et sauvage. À la pointe de l'île se trouve la région des Hamptons, du nom des villes de South, West, East et Bridgehampton. Posséder une villa ici est un signe indiscutable de richesse. La plus luxueuse des propriétés privées est Fairfield Pond, qui compte pas moins de 29 chambres à coucher et 38 salles de bain. Sur la plage voisine, chaque matin d'été, les maîtres nageurs sauveteurs s'affrontent au beach volley. Et Angela fait sa promenade quotidienne. Les Hamptons comptent depuis longtemps parmi les stations balnéaires les plus huppées du monde. Ancien mannequin, Angela a voyagé aux 4 coins de la planète avant de poser ses valises ici. C'est vrai qu'au départ, on vient là pour apercevoir des célébrités, parce que c'est l'endroit où il faut aller. Mais on se rend vite compte que c'est un lieu tout en retenue, très privé, aux plages quasiment désertes. Je me souviens qu'il y a quelques années, mon mari et moi nous étions fait livrer une pizza sur la plage. Et soudain, on a remarqué que Paul McCartney était assis juste à côté de nous. Il n'y avait aucun attroupement autour de lui, aucun paparazzi, personne n'était là, c'est Paul McCartney. Angela s'est reconvertie dans l'immobilier, spécialisée dans la vente des belles demeures emblématiques des Hamptons.
Cette villa vient d'être mise sur le marché. Ses propriétaires ne l'occupaient que quelques semaines par an. Ils ont finalement décidé de s'en séparer pour pouvoir en acheter une encore plus grande. Angela a déjà plusieurs acheteurs intéressés. Il ne faudra pas bien longtemps pour que la villa change de main. Ses clients font souvent partie des grandes fortunes new-yorkaises, de ceux qui tiennent les cordons de Wall Street. Cette maison secondaire vaut au bas mot 20 millions d'euros. Sans les meubles, s'entend. Et le teckel n'est pas inclus non plus. Ici, nous avons une vieille maison qui a été rénovée. Elle appartient à une famille qui vit ici depuis le début du XXe siècle. L'aménagement intérieur est très européen. Mais l'extérieur est typique des Hamptons, avec les bardeaux de bois sur la façade et sur le toit, avec les balcons. À 2 pas de la mer, tout près du golfe et des célébrités. Le marché de l'immobilier de luxe est en plein boom. Preuve s'il en est que même quand la crise économique touche tout le reste du pays, elle n'affecte jamais Long Island et les Hamptons. J'aime profondément Long Island et tout ce qu'on y trouve. Et j'aime mon métier, avec ces belles villas que je visite chaque jour. La beauté de l'île continue de me surprendre et de m'émerveiller. Je crois bien que je continuerai à faire ce métier bien après mes 70 ans.